l'âme, disons, européenne. Ce qui m'a aidé de devenir un écrivain, parce que, à mon avis, écrivain contemporain doit avoir deux âmes au moins. Na zapadu ga smatraju naslednikom izgubljene ruske avangarde i verovatno najznačajnijim piscem koji se pojavio na ruševinama Sovjetskog saveza, dok ga je zvanična kritika u Rusiji godinama optuživala da pozajmljuje umetnost sa klozetskih zidova. Sudbina disidenta prati ga od 1979. kad zajedno sa grupom pisaca, među kojima je čuveni Vasilij Aksionov, osniva samizdat časopis Metropol, koji odmah biva nazvan pornografijom duha i zbog koga ga isključuju iz Saveza sovjetskih pisaca, dok je zabrana objavljivanja njegovih knjiga trajala čitavu deceniju. Viktor Jerofejev rođen je 1947. u Moskvi. Zahvaljujući ocu diplomati, deo detinjstva provodi u Parizu, gradu koji će mu kasnije pomoći da otkrije jednu drugačiju književnost. Na prvom mestu Markiza de Sada i francuske egzistencijaliste i gde će osetiti slast i umetničke subverzije, koja će obeležiti njegov literarni put. U Moskvi završava studije književnosti i piše, ali tek posle skidanja cenzure 1989. godine pojavljuje se njegov prvi naslov, Anino telo ili kraj ruske avangarde. Slede Ruska lepotica, De profundis, Enciklopedija ruske duše, Muškarci, Dobri Staljin, a krajem 90-ih stiže dugo iščekivano priznanje, objavljivanje njegovih sabranih dela u 3 toma. Demistifikovanje istorije, groteskni disbalans između ideoloških opsena i stvarnog života, parodijsko poigravanje društvenim toposima, ali i najdubljim tajnama ljudske svesti, samo su neke od odlika književnog izraza Viktora Jerofejeva. A duša? I evropska, i francuska, ali ponajviše ruska. L'un de vos livres s'intitule L'encyclopédie de l'âme russe. Et ça pourrait être le sous-titre de tout ce que vous écrivez. Alors, qu'est-ce que vous entendez par l'âme russe? L'âme russe, bien sûr, c'est une métaphore. Mais métaphore pour quoi? Pour le caractère russe, pour l'idée nationale russe, pour la Russie elle-même. Même ici à Belgrade, cette nuit, je devais écrire un article pour notre hebdomadaire Ogoniok sur le développement de l'âme russe aujourd'hui. Mais comment l'âme russe a-t-elle changé pendant le siècle dernier? L'âme russe, pour eux, était l'âme innocent, idéal, très lié avec Dieu et la beauté. Puis, pendant la période soviétique, l'âme russe était tout à fait interdite. Elle n'existait pas, elle était, disons, contre-révolutionnaire. Mais pendant l'époque de Staline, après la guerre, on a décidé que l'âme russe était le plus grand âme du monde entier. C'est-à-dire, la guerre était finie, l'Union soviétique a gagné la guerre et on a déclaré que voilà, elle était gagnée par l'âme russe et ses qualités. Après encore, l'âme russe est perdue. Maintenant, avec le revanche des forces conservatives après notre perestroïka, l'âme russe est devenue une maison où tous nos conservateurs peuvent habiter et déclarer qu'ils sont russes. Vous êtes né peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quelle était votre enfance soviétique que vous avez vécue sous le culte de Staline? C'était une enfance heureuse, stalinienne. Mon père travaillait au Kremlin
Il était interprète de Staline, personnel interprète. Alors nous étions tous, en commencement par Caviar Noir, les voitures, les Dacia, tout ça. Et je crois que c'est pour ça que j'ai nommé mon livre consacré à mon père, Ce bon Staline. Parce que Staline, bien sûr, était très bon pour notre famille. Mais pour votre père aussi, votre père, il aimait Staline. Bien sûr, il aimait Staline et il pensait que la Russie c'est Staline, Staline c'est la Russie. C'est-à-dire c'est tout lié. Mais ce qui est important, que Staline aussi aimait mon père, parce que mon père était vraiment un modèle idéal pour l'homme soviétique. Intelligent, beau, parlant de langues étrangères et très fidèle aux idées communistes. Et il était assistant de Molotov, numéro 2. Et c'est pour ça qu'il était très lié avec la politique extérieure de l'Union soviétique après la guerre jusqu'à les années 50, jusqu'à, disons, son départ à Paris. Da li si voleo Staljina? Na moje pitanje, otac je odgovarao različito u različito vreme. Prvo potvrdno, a posle sa sve većim oklevanjem, ali nikada nije odgovorio odrečno. U Staljinu je video magnetičnu ličnost svetskih razmera. Kad sam ga video prvi put, presekao sam se. Zagasito lice zemljane boje bilo je nečisto, izrovašeno boginjama. Leva ruka je visila bez pokreta, podizao bi je drugom i stavljao u džep. Ali čak i kada sam sedeo leđima okrenut prema vratima, osjećao sam da Staljin ulazi u kabinet. Staljin je ispunjavao ceo prostor, istiskujući iz njega sve ostalo. Vous avez 8 ans, quand votre père il part pour la France, où il est attaché culturel à l'ambassade russe. Alors je suppose que c'est une toute autre différence, cette enfance française que vous avez vécue. Bon, alors, bien sûr, c'était une enfance absolument heureuse à Paris, parce que Paris des années 50 était vraiment une ville de miracles. Nous avons eu comme amis Picasso, Yves Montand, Aragon, Simon Signoret, c'était assez intéressant. J'aimerais vous faire raconter l'épisode avec Picasso qui vous a demandé justement qu'est-ce que vous vouliez être. Mon père a eu une mission de passer l'argent soviétique aux communistes français. Et alors, il devait aller au sud de France pour donner une petite valise avec l'argent, un cash, à Picasso en prétendant qu'on achète ses tableaux. Et alors c'est pour ça qu'il y avait un déjeuner avec Picasso, Aragon, Maurice Thorez qui était le chef du Parti communiste français, mon père et moi aussi j'étais là. Et pendant notre déjeuner, j'ai pris une serviette, j'ai mis ma main et j'ai décidé de dessiner ma main avec un crayon. Et Picasso a vu ça, il prit le dessin, il met son doigt dans le vin rouge et faisait comme ça pour faire un petit tableau avec du vin rouge. Et tout le monde dit « Oh, Picasso fait ça ». Et Aragon dit « Et maintenant, tu signes et Victor va être pour toute sa vie ». Et Picasso a signé. Et en même temps, Picasso m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux être ?» Et moi, j'ai répondu, parce que j'étais un peu ému, gênant, toujours gênant, un peu, je ne sais pas, comme garçon, et j'ai dit « personne ». Et il dit que voilà, c'est
C'est une bonne profession d'être personne. Comment est-ce que vous êtes devenu écrivain en voulant être personne? C'est difficile à dire que je suis devenu écrivain. À mon avis, c'est beaucoup mieux de naître comme écrivain. Il y a quelque chose en toi qui est un peu à part. C'est-à-dire que tu as une liaison spéciale avec des mots, avec des énergies, tout ça. Peut-être c'est possible de devenir un écrivain. Mais tout de même, je dirais que je suis né comme écrivain avec une grande pension. Et la seule chose que tu ne sais pas, moi, je ne sais pas jusqu'à maintenant d'où ça vient. C'est-à-dire, d'où vient cette énergie. De là, je ne sais pas. Mais je sais parfaitement que ça vient d'extérieur. C'est-à-dire, je n'écris pas de moi-même. En partant de moi, non, en sortant de mon esprit. Je suis comme un petit radio qui prend les mouvements d'énergie et qui refait ça en mots. Staljin je zadivio oca svojim čovekoljubljem. Evo ga, veliki brižnik kako na dači u sobi pomoćnika proverava kakva je postelja, da li su jastuci dovoljno mekani, a nekad se i prema sasvim nedopustivim stvarima odnosi s razumevanjem. Očev kolega, Ivan Ivanović Lapšov, popivši malo više za vreme večere u Staljinovoj rezidenciji u Sočiju, zalutao je u hodnicima i najzad pronašao dodeljenu mu sobu. Seo je za sto, izvukao fioku i otreznio se, ugledavši kolekciju lula. Za leđima začu glas velikog gazde. Šta tražite u mom stolu? Donc ces épisodes qu'on a un peu racontés, qu'on a un peu évoqués, vous les racontez dans votre livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le bon Staline. Alors c'est un livre qui est mélange de l'histoire, de la fiction et de l'autofiction. Alors Staline, dans ce livre, est-ce que c'est un personnage historique ou plutôt un personnage fictionnel ou une métaphore? C'est un mélange. C'est un livre qui est un mélange de fiction, parce que dès que vous commencez à écrire d'une manière, disons, en jouant avec les images, avec les mots, ça devient déjà fiction. Ça devient déjà fiction. C'est pour ça que tous les personnages de ce livre sont imaginaires. Même Staline et moi-même qui est là dans le bouquin. Mais d'autres choses, la nourriture pour ce roman et la vie. Et la biographie de mon père, à qui ce livre est dédié, et l'histoire de ma famille, qui est vraiment dramatique, tragique et tout ça. C'est pour ça que, à mon avis, c'est un livre ni fiction ni non-fiction. C'est un mélange un peu original et je vous dire en secret que maintenant, je veux faire une continuation de ce livre. Écrire un livre comme la continuation de ma biographie, avec les personnages beaucoup plus vivants maintenant que Staline, comme, disons, Poutine il-même. Donc le bon Staline, c'est une sorte de biographie de la Russie soviétique, mais aussi de votre biographie ou l'autobiographie. Tout à Alors, fait. vous êtes dans ce livre. Oui. C'est toujours écrivain, il faut dire que ce que écrivain écrit, il est écrit surtout sur soi-même. Ou il écrit un portrait de quelqu'un qui ressemble à lui-même, ou même il peut
déguisé en femme. Et d'autre côté, c'était aussi un instrument de comprendre le monde soviétique. Et c'est un livre très intime sur l'existence de l'Union soviétique comme un totalitarisme magique, très spécial, très différent de tous les autres totalitarismes dans le monde entier. Et c'est pour ça que moi, je joue ici avec les plans différents. Je regarde le monde comme enfant et je regarde comme écrivain qui écrit sur cette enfance. C'est-à-dire, il y a deux côtés, ce qui donne un peu la possibilité de voir ce monde soviétique avec les différentes approches. Voilà. Dans votre prose, vous mélangez des types de narration, de styles, des plans temporels. Et puis, tout est dépouillé, tout est à l'état cru, tout est démystifié, tout est sujet de l'ironie. Est-ce que c'est un procédé littéraire ou bien c'est votre âme russe qui agit avec cette violence? Tout est là, tout est là. L'âme russe aussi est présente là-bas parce que l'âme russe aussi, il est très polaire. Et il y a des moments où la distance entre oui et non est diminuée jusqu'à rien. Il y a des moments où il y a grande distance entre oui et non, ça change. Il y a peut-être une esthétique spéciale qui fait les signaux comme la voiture de police, rouge, bleu, blanc et tout ça, vous savez, pour attirer l'attention et pour donner une énergie spéciale pour le livre. La confrontation de bien et de mal, de comique et de tragique, de ironie et de quelque chose de sérieux, ça donne l'impression que cette énergie commence vraiment à marcher. Voilà, c'est comme ça. Mais l'âme russe qui, dans soi-même, à cause d'expériences très dramatiques, a une morale conditionnelle, c'est aussi très important pour cette esthétique. Si je vois que je dois être européen, je peux être européen. Si je vois en Sibérie que être européen, c'est pas bien, je change mes modalités de morale. Ça devient très, très dangereux pour comprendre ce que je suis. En Europe, tu es toujours toi. En Russie, ça change. Où se trouve la Russie aujourd'hui? À l'est ou à l'ouest? La Russie devient plus fermée maintenant, pour beaucoup de raisons, mais à mon avis, c'est comme ça. Les gens de base, disons, les gens simples, les gens de la rue, ils ne sont pas européens, non. Ils ont une modalité de morale qui n'est pas européenne. Mais si les gens deviennent culturels, on écrit, on réfléchit, pas seulement comme écrivain, mais comme quelqu'un qui veut comprendre dans quel monde elle habite, c'est beaucoup plus proche de l'Europe que de l'Asie. Bien sûr, Dostoïevski, Tolstoï, Tchekhov et tous les autres, et moi maintenant, bien sûr, nous sommes liés avec le monde européen, très liés. Et maintenant, quand pour les raisons politiques, il y a une rupture entre la Russie et l'Europe, à mon avis, c'est pas très, très agréable. C'est-à-dire, si ça va continuer, ça va endommager la Russie. Ce serait pas très bien pour la Russie. U Rusiji su metodično istrebili one najbolje.
Potamanili su najbolju aristokratiju, najbolje popove i monahe, najbolje preduzetnike, najbolje menševike, najbolje boljševike, najbolju inteligenciju, najbolje vojnike, najbolje seljake. Ostadoše najgori, najpokorniji, najplašljiviji, nikakvi. I ja među njima, takođe od najgorih, iz otpada. Mi zagađujemo zemlju. I pojmiti kakvi su bili ti najbolji već nije moguće, a i nema potrebe. I pored sveg truda, od najgorih ne možeš napraviti najbolje. Dans l'encyclopédie de l'âme russe, vous êtes très critique envers votre pays. Et vous faites dire à votre narrateur que la Russie est un type de pays qui est fait pour le malheur humain. C'est très fort ce que vous dites. C'est un livre très fort, vraiment. Il y a toujours des scandales autour de ce livre en Russie parce que les gens pensent que c'est moi qui parle. Mais c'est tout de même l'encyclopédie de l'âme. C'est pas vous qui parlez, non? L'encyclopédie de l'âme russe, c'est une collection d'idées, disons aussi organisées comme romans. Ce personnage principal, c'est un intellectuel qui passe ici, dans ce livre, les années 90, qui était vraiment très dramatique pour la Russie après la fin de l'Union soviétique. Et lui, qui peut-être dans quelques cas pas très loin de moi, mais tout de même c'est pas moi, il est contre tout. Ce type est contre tout. Il est contre les autorités de la Russie, il est contre l'âme russe, mais en même temps il est contre l'Amérique, il est contre l'Europe, il est contre soi-même, il est contre la vie, parce qu'il y a un désespoir pur. Et il faut comprendre que ce bouquin, vraiment, c'est un bouquin d'espoir, mais d'espoir si profond que ça devient ironique. Vous comprenez? C'est-à-dire que si profond, si noir, que d'autre côté, vous voyez que c'est un peu ironique. Et un livre d'amour pour la Russie, mais qu'est-ce que c'est aimer? C'est pas seulement être sur les genoux, c'est voir toutes les perspectives. Et sinon, alors ça devient l'amour avec les yeux fermés. Je dois dire que c'est une manière très spéciale de déclarer l'amour. Oui, avec le ressentiment. Vous savez, mais comment je peux vous expliquer? C'est très spécial. Mais vous savez, l'écriture, c'est toujours très spécial. Si ce n'est pas très spécial, alors on ne lit pas. On peut réfléchir soi-même. L'écriture, c'est toujours une forme de discuter avec l'opinion publique. Et ce n'est pas le livre qui provoque. Elle est contre ces idées parce que c'est d'espoir, parce que l'espoir, c'est déjà quelque chose qui tue le pays. Moi, je ne crois pas. Et une dernière question que je pose à tous les écrivains. Alors, pourquoi écrivez-vous? La même chose que de faire l'amour, c'est-à-dire on a besoin de ça, on aime ça et on fait ça. Et pourriez-vous vivre sans écrire? Je serais personne. Ne mogu da razumem one pisce koji su otišli. Rusija je raj za pisce. Ali nikako da razumem čitaoce koji su ostali ovde. Rusija je pakao za čitaoce.